Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans les lectures manga du mois de mai 2024. Donc ce mois-ci il y a plusieurs trucs que je trouve assez intéressants et il y a des choses à dire à mon avis, donc c'est parti. Alors j'ai décidé de commencer par le plus gros morceau et vous allez voir pourquoi c'est le plus gros morceau malgré le fait qu'il n'y ait que 2 tomes. Donc ce sont les 2 premiers tomes de Danmachi saison 2. Donc si vous vous souvenez, dans des vidéos précédentes j'avais dit que j'étais pas sûr de pouvoir me lire la saison 2. Finalement ça s'est plutôt bien goupillé, j'ai pu commencer cette deuxième partie de Danmachi du coup, ce qui est plutôt cool je trouve, parce que voilà, j'étais dans le doute si mon budget me permettrait ou pas de lire cette série et je suis content de pouvoir du coup continuer les aventures de Danmachi. Donc cette saison 2 est très intéressante, pourquoi? Parce que Danmachi ça reste malgré tout, même si on a tendance à l'oublier vu à quel point certaines licences sont multimédia de nos jours, mais c'est vrai qu'il y a toujours un support d'origine. Danmachi en l'occurrence c'est pas un animé, c'est pas un manga, c'est un light novel. Et le light novel, justement, étant l'œuvre d'origine, donne un peu le là. Et il se trouve que, comme ce manga est une adaptation, eh bien, la saison Danmachi, le manga saison 2, fait un choix surprenant qui est de sauter un arc. Donc si vous lisez comme moi le manga Danmachi, il y a un arc manquant entre Danmachi et Danmachi saison 2. Cet arc, on nous en parle vite fait dans un préface et on nous raconte rapido ce qui s'est passé, donc c'est pas une perte majeure a priori, enfin dans le sens où ça va pas créer de problème narratif si important que ça, je suppose bien sûr, parce que je vois pas dans le futur, je sais pas ce qui se passe après, mais malgré tout c'est quand même un choix surprenant, et c'est un choix d'ailleurs qui pourrait peut-être vous influencer sur le support à privilégier. Parce que moi personnellement j'ai choisi de commencer la licence par le manga, du coup je ne sais pas si l'animé lui adapte cet arc manquant, et si c'est le cas peut-être que l'animé est une meilleure porte d'entrée du coup, une porte d'entrée plus complète en tout cas. Donc ça c'est intéressant à avoir en tête, est-ce que l'arc manquant est oui ou non adapté en animé, et s'il est adapté en animé, est-ce qu'il est adapté de manière standalone, ou est-ce qu'il voilà, est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que si j'avais su, j'aurais pu me regarder cet arc de l'animé, puis embrayer sur la saison 2 du manga, je ne sais pas non plus. Ou est-ce qu'il est mélangé au milieu de plein d'autres arcs dans une saison, et du coup ça aurait été compliqué aussi. Voilà, c'est plein de questions qu'il faut se poser, et du coup, mine de rien, si vous n'êtes pas encore rentré dans Danmachi et que vous tombez sur cette vidéo, c'est peut-être une bonne chose. Peut-être que vous venez de découvrir que c'est plutôt l'animé, c'est plutôt le manga, peut-être même plutôt le light novel, mais bon, je sais que c'est beaucoup moins accessible les light novels de manière générale. Je sais même pas s'il est en France d'ailleurs, le light novel de Danmachi, mais même en admettant qu'il soit en France, c'est toujours moins accessible. Il y a la notion de dessin qui aide beaucoup mine de rien, et qui d'ailleurs c'est même valable vis-à-vis du manga et de l'animé. L'animé est le support le plus accessible des trois, indéniablement. Pourquoi? Parce que l'animé ne nécessite pas de lire, sauf si vous le regardez en japonais sous-titré, c'est vrai, mais bon c'est un peu spécial, c'est parce qu'on parle pas la langue d'origine. Mais voilà, l'animé ne nécessite pas de lire, l'animé ne nécessite pas forcément d'être actif en fait dans sa lecture. L'animé est un support passif entre gros guillemets. Plus passif en tout cas que le manga, et encore plus passif que le roman. Donc voilà, ces notions de quel support à privilégier et tout ça, c'est intéressant de mettre ça en perspective avec le fait qu'il manque un chapitre, enfin il manque pas un chapitre, un arc entre Danmachi saison 1 et Danmachi saison 2 en manga. Voilà. Ça mis à part, j'aime beaucoup la direction que ça prend, l'univers de Danmachi a l'air plus sombre que dans mes souvenirs, mais en fait c'est peut-être que mes souvenirs étaient un peu biaisés. Quoi qu'il en soit, très intéressant ce début d'intrigue, et en plus de ça, ça m'a vraiment remis dans le bain de Danmachi, ce qui était une super chose, parce qu'en fait, Danmachi le manga paraissait très lentement, dans mes souvenirs. Et du coup, c'était pas facile d'être investi tout du long, quoi. En plus de ça, en parallèle, il y avait le manga Danmachi Sword Art Artoria, donc le spin-off, dont on parlera plus tard dans cette vidéo de toute façon, mais ce spin-off en question, il y avait toute une notion de parallélisme avec l'histoire principale qui fait que, je rentrerai dans les détails quand on en parlera spécifiquement de ce manga-là, mais qui fait que, en gros, c'est pareil, j'avais un peu de mal à m'investir.
Et du coup là de pouvoir me replonger à fond dans Danmachi, c'est vraiment une super chose, et je le dois en partie à cette saison 2 qui du coup m'a remis sur les rails quoi. C'est la suite de l'histoire principale, c'est ce qu'il me fallait pour être de nouveau investi quoi. Donc vraiment Danmachi saison 2 très cool, soyez juste au courant qu'il manque un arc, mais voilà, vous allez pas être perdu, on fait quand même en sorte que le manga sait qu'il manque un arc quoi, donc on vous explique ce qu'il faut expliquer, mais gardez à l'esprit qu'il du coup il y a eu une ellipse où il s'est passé des trucs quoi. Et ouais, je vous avais dit qu'on en parlerait, bah c'est maintenant, les tomes 14 et 15 de Danmachi Sword Oratoria. Alors Danmachi Sword Oratoria, de quoi je vous parlais juste tout à l'heure. Le truc c'est que Danmachi Sword Oratoria en fait, ça se passe en parallèle de Danmachi. Et du coup de temps en temps, il y a un peu de croisement entre les deux. Vous voyez, de temps en temps, il y a le protagoniste de Danmachi qui croise les personnages de Danmachi Sword Oratoria, et vu que c'est dans le même univers, que c'est canon et tout, et que ça se passe en parallèle, bah du coup c'est des moments pivots, c'est des moments où les deux histoires se rejoignent. Et du coup on peut à peu près savoir où on en est dans Danmachi, vis-à-vis de Danmachi Sword Oratoria, grâce à ces moments un peu pivots où les personnages se croisent. Sauf que on approchait dangereusement, mais quand je dis dangereusement, c'est en fait, on avait dépassé techniquement, je crois, le manga Danmachi, là, dans Danmachi Sword Oratoria. La seule raison pour laquelle c'était pas si gênant que ça pour le moment, c'est parce qu'on était dans un arc qui se passait dans un endroit un peu lointain. Donc, le fait qu'on ait dépassé Danmachi était pas si grave, mais ça pouvait devenir grave d'une seconde à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bah, d'une seconde à l'autre, on pouvait revenir sur les rails de l'histoire de Danmachi et du coup se spoiler Danmachi à cause de Sword Oratoria, ce qui aurait été drôlement dommage. Bon, le truc est un peu atténué par le fait que, comme je vous ai dit, il y a un arc en moins dans Danmachi saison 2, donc je suppose qu'on avait un peu plus de délai, mais ça je ne le savais pas moi à l'époque. Donc du coup, Danmachi Sword Oratoria, je commençais à avoir du mal à m'investir parce que je commençais à me dire, je ferais mieux de peut-être pas les lire les tomes, je ferais mieux peut-être attendre parce que bah il y a un gros risque qu'à un moment ça dépasse quoi, à un moment ça me spoil Danmachi. Donc voilà, j'étais très réticent à lire l'histoire et j'étais de moins en moins investi. Sauf que du coup j'ai enfin pu, comme vous l'avez vu plus tôt, lire Danmachi saison 2. Et ça change tout. Vraiment, ça met même des trucs. En fait, le fait que les deux histoires soient liées, c'est trop cool parce que du coup, ça m'a même rajouté de l'intérêt en fait, c'est d'avoir lu Danmachi saison 2. Parce que t'as des personnages qui apparaissent dans Danmachi saison 2, qui sont aussi des personnages de l'arc en question dont je vous ai parlé, qui se passe à un endroit un peu plus lointain. C'est un délire, c'est les Amazones je crois que ça s'appelle, je sais plus. C'est le peuple de ces deux-là. Qui apparaissent donc dans l'arc de Danmachi saison 2 et dans l'arc de Danmachi Sword Oratoria. Sauf que l'arc de Danmachi Sword Oratoria, moi j'avais déjà commencé et je ne savais pas que c'était des personnages que j'étais censé reconnaître parce que bah j'avais pas lu Danmachi saison 2. Mais maintenant que j'ai lu Danmachi saison 2 et que j'ai repris la fin de cet arc dans Sword Oratoria, eh bien je reconnais ces personnages et je comprends un peu mieux comment tout est lié, et du coup ça rend vraiment, le fait d'avoir lu Danmachi saison 2 a vraiment renforcé Danmachi Sword Oratoria, en plus de m'enlever ce problème d'avoir peur de dépasser. Problème qui est toujours là dans le fond quand même, parce que Danmachi saison 2, je pense, a un rythme de parution beaucoup plus lent que Sword Oratoria. Donc bon, il y a quand même un petit risque encore qui est là, mais en timant à peu près bien mes lectures, ça devrait pas poser de gros problèmes. Et du coup là maintenant Danmachi Sword Oratoria m'intéresse de plus en plus parce que j'ai the big picture quoi, je comprends mieux les liens entre les choses, et vraiment voilà, ça me manquait d'avoir la série principale de Danmachi pour apprécier Sword Oratoria pleinement. Et du coup là ce problème est réglé, et en parlant d'avoir the big picture et de tout bien lire, tout bien voir, tada, les 6 tomes de Danmachi Familia Chronicles épisode Ryu. Donc c'est l'intégrale. Pourquoi j'ai l'intégrale? Alors pareil, c'est un manga que j'étais vraiment pas sûr de pouvoir me permettre d'acheter au niveau du budget, mais il y a une super offre qui était les 4 premiers tomes plastifiés pour le prix de 2. Donc en gros, si t'achètes toute la série, t'as un tiers de la série gratos, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et du coup, en profitant de cette offre, j'ai eu le dernier morceau de Danmachi en manga que je n'avais pas. Je crois pas qu'il y ait d'autres spin-offs qui soient sortis depuis. Il y en a peut-être un qui a été annoncé, je ne sais plus, j'ai des doutes. S'il y en a un, je vous l'afficherai à l'écran. S'il y en a pas, je vous l'afficherai n'importe quoi. Mais du coup, maintenant, j'ai vraiment the big picture quoi. Parce que Danmachi, la légende des Familias, épisode of Ryu, c'est un spin-off qui se centre. Alors il y a deux axes dans ce spin-off. Il y a une aventure
Donc de ce personnage dont j'ai oublié le nom, c'est probablement Ryu vu le nom du manga, mais j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc il y a ce personnage là qui est un personnage de Danmachi qui vit une petite aventure où elle va sauver des gens. Et ensuite, on a sa backstory. Je m'attendais au contraire, donc c'était très surprenant au début de voir qu'on n'avait pas sa backstory, mais au final, vous avez quand même sa backstory si vous lisez le manga, juste un peu plus tard dans le manga. C'est un peu comme s'il y avait deux petits arcs. Vous voyez, il y a un arc où elle sauve des gens, et ensuite il y a l'arc où on voit un peu sa backstory et celle des autres personnages qui travaillent avec elle. Donc voilà, et dans cette exaltation de pouvoir enfin mieux comprendre les interactions entre les différentes séries d'Anmachi grâce à Danmachi saison 2, je vous avoue que c'était plutôt satisfaisant aussi, du coup de découvrir un peu des backstories de personnages, et de mieux comprendre l'univers, de mieux assimiler les choses, de me rappeler aussi de certains personnages, parce que comme je vous ai dit, le rythme de parution de Danmachi tout court était un peu lent, donc pas facile de s'investir, et Danmachi Sword Oratoria étant une side story, c'était un peu compliqué, pareil, d'avoir la globalité du monde en tête. Donc voilà, là vraiment ce renouveau de Danmachi pour moi c'est vraiment génial, parce que du coup je suis de nouveau beaucoup plus investi dans la licence, et je vais prendre un plaisir beaucoup plus grand à lire les prochains mangas de la licence. Donc les Danmachi saison 2 et les Sword Oratoria très pressé de les lire, et c'est aussi en partie grâce à ma découverte de Danmachi Familia épisode of Ryu. Donc très cool, vraiment on sous-estime un peu je pense la puissance d'avoir un univers comme ça, j'allais dire partagé, mais non c'est pas un univers partagé, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est ce que souvent les spin-offs c'est des trucs pas canons, ou des what if, ou des trucs comme ça. Là le fait d'avoir un univers construit, et d'avoir que des spin-offs canons qui se passent tous dans le même univers, soit en parallèle, soit dans des flashbacks, soit dans des machins, je trouve ça plutôt cool en vrai. D'autant qu'il y a aussi c'est sans doute pas volontaire, c'est sans doute des hasards de timing, mais il y a aussi des trucs qui se répondent un peu entre Episode of Ryu et entre la saison 2. Enfin, il y a des trucs qu'on découvre et qui dans un manga qui ont un écho dans un autre, et voilà, c'est des petits détails comme ça qui rendent l'univers beaucoup plus vivant, et qui te font beaucoup plus apprécier, parce que tu as l'impression de bien comprendre comment ça marche. Donc Danmachi, la légende des Familia Chronicles, Episode of Ryu, très cool, c'est le plus dispensable des quatre, entre Danmachi saison 2, Danmachi Sword Oratoria et celui-là, c'est le plus dispensable des quatre, mais ça reste super cool si vous avez déjà lu les quatre premiers et que vous voulez un peu plus de Danmachi. Ensuite, les tomes 5, 6 et 7 de Pokémon Épée et Bouclier, donc la fin de cet arc de Pokémon Spécial. Pokémon Spécial, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nom japonais de cette série, qu'on appelle aussi en France parfois Pokémon La Grande Aventure, mais pour une raison obscure, parfois ils l'appellent comme ça, parfois ils l'appellent pas. Voilà, généralement ceux qui s'appellent La Grande Aventure sont en volume double de nos jours, mais c'est pas systématique, et puis parfois ils changent, parce que je sais que par exemple Noir et Blanc, ils l'ont passé en édition double aussi. Je ne sais pas s'ils ont rajouté La Grande Aventure dans le titre quand ils l'ont passé en édition double, mais en tout cas voilà, c'est la même série. Donc tous les mangas Pokémon comme ça, où t'as juste Pokémon le nom du jeu, ou éventuellement La Grande Aventure dans le nom, tout est la même série, c'est Pokémon Spécial, juste à partir de, si je dis pas de bêtises, de Diamant et Perle, ils ont arrêté de connecter directement les scénarios. Donc à partir de Diamant et Perle, Noir et Blanc, c'est des séries standalone. Donc Épée Bouclier, là vous n'avez pas besoin, si vous vous demandez, d'avoir lu je ne sais pas, Diamant et Perle, Or et Argent, Noir et Blanc, XY, vous n'avez pas besoin de les avoir lus pour pouvoir lire Épée et Bouclier. C'est vraiment par jeu, à partir de Diamant et Perle. Avant, donc tout ce qui est rouge, jaune, vert, or, argent, émeraude, tout ça, avant c'est un peu connecté. Mais à partir de Diamant et Perle, c'est plus connecté. Donc là, vraiment, si vous vous demandiez, vous pouvez attraper le manga Épée Bouclier, vous achetez le tome 1 à 7, vous avez toute l'histoire, il n'y a pas de problème. S'il y a des connexions, elles sont très subtiles et pas directement liées au scénario. Donc voilà. Comme d'habitude avec les mangas Pokémon spécial, la grande force, je trouve, de ces mangas, c'est d'arriver à créer des dresseurs qui ont des ambitions et des façons d'être totalement nouvelles.
alors qu'on part toujours de la même base. On part toujours d'un... Voilà, c'est toujours l'histoire d'un dresseur de Pokémon dans les jeux qui va devoir battre les champions d'arène et arrêter la méchante team, etc. Et là, ils arrivent à chaque fois, à chaque arc, donc à chaque adaptation de jeu, d'avoir deux protagonistes, un garçon et une fille, et de leur donner une vraie personnalité et des vrais intérêts. Et ils sont toujours très inventifs là-dessus. Donc ça, c'est vraiment le gros point fort du manga Pokémon spécial, de toujours réussir à rendre l'intrigue intéressante parce que il donne une personnalité aux dresseurs et il leur donne un objectif et tout ça. Et l'objectif, c'est pas à chaque fois de devenir le meilleur dresseur. C'est pratiquement jamais de devenir le meilleur dresseur. C'est, je crois que c'est que dans rouge, jaune, bleu, vert. C'est que dans cet arc-là que le délire, c'est de devenir le meilleur dresseur. Tous les autres arcs après, ils ont vraiment leur propre objectifs et leur propre personnalité. Par exemple dans Ruby Saphir, c'est y en a un, il veut devenir créateur de mode, je crois. Vous voyez, c'est pas du tout attendu comme développement de personnage pour un dresseur qui n'est qu'un avatar à la base et qui est l'avatar a priori dans l'idée de je veux devenir le meilleur dresseur. Bah là, ils arrivent à donner une vraie personnalité à ces personnages et ça c'est le gros point fort de cette série de manière globale. Après, là on est sur la fin d'épée et bouclier. Petit avantage de mon côté, entre gros guillemets, mais qui peut aussi être perçu comme un désavantage selon le rythme de l'histoire, c'est que du coup j'ai pu expérimenter un peu de manière détournée les DLC. Parce que moi je n'achète pas de DLC, j'ai jamais acheté un seul des DLC de toute ma vie. Enfin si, j'ai dû acheter des costumes sur Smash Bros Ultimate, mais grâce à mes points Nintendo. Vous voyez les points Nintendo qu'on a quand on achète un jeu. Donc j'ai rien payé quoi. C'est les seuls DLC de toute ma vie que j'ai acheté. Donc les DLC de Pokémon ne font pas exception, je n'en ai jamais acheté. Et pouvoir un peu vivre quand même les DLC grâce au manga, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Mais d'un autre côté, on pourrait argumenter sur le fait que ça casse peut-être un peu le rythme. Parce que du coup, ils ont le climax machin avec le légendaire, mais c'est cassé et pour te dire non, finalement, petite quête secondaire, faut que tu ailles faire les DLC. Ils vont faire les DLC et ensuite ils arrivent à conclure l'histoire. Voilà, c'est peut-être un peu moyen ça niveau rythme, mais voilà, plutôt sympa quand même d'avoir eu une expérience, parce que par exemple moi les personnages des DLC, bah, je les ai vus dans les bandes annonces et les trucs comme ça, ils m'ont donné un Ramolos dans épée et bouclier, mais à part ça je les connais pas. Là au moins je peux mettre un peu une personnalité, un nom, un esprit sur tous ces personnages, donc c'est quand même quelque chose de positif dans un sens, mais bon voilà, j'aurais préféré, moi je suis pas fan des DLC quand même de manière générale, mais bon, au moins j'ai pu les expérimenter un peu grâce à ce manga. Alors là, ce que vous allez voir, c'est assez intéressant et assez important. Pourquoi? Parce que c'est un truc que j'attends depuis longtemps de vous montrer depuis longtemps. Mais c'est potentiellement une super exclue, tout en étant potentiellement le truc le plus commun de tout YouTube. Vous allez vite comprendre, ça concerne les 3 mangas suivants. Donc, je vous montre, vous allez comprendre. Voilà, donc ce que vous voyez là, c'est Le prix du reste de ma vie. Une série en 3 tomes, et voici les 3 tomes. Le truc que vous avez peut-être remarqué, c'est que ce tome 1 est une épreuve non corrigée. Une épreuve non corrigée, qu'est-ce que c'est? C'est grosso modo une version non définitive du manga, envoyée par les éditeurs à divers journalistes et autres influenceurs, je suppose. Donc tout ce qui est... c'est une version presse, quoi, pour faire simple. C'est une version presse. Donc c'est ce qui, voilà, c'est ce qu'ils vont envoyer à tous les gens qui sont susceptibles de parler du manga dans un contexte de critique et autres mise en avant de l'actualité. Voilà. Donc cette version n'est pas disponible dans le commerce. Je l'ai acheté où? Alors je l'ai trouvé par hasard dans un magasin d'occasion. Petite anecdote d'ailleurs, j'attends de la raconter depuis longtemps celle-là. Donc je trouve Le prix du reste de ma vie tome 1 dans un magasin. Je me rends compte que c'est une épreuve non corrigée, donc je me dis ouh là là, ça il faut absolument que j'achète. Sauf que problème, il n'y a pas d'étiquette. Donc là vous voyez de la colle là normalement sur la couverture. Si la caméra est suffisamment performante, vous devriez la voir, mais il n'y avait pas d'étiquette, donc je suppose qu'une étiquette avait déjà été retirée auparavant. Donc moi qu'est-ce que je fais? Bah je vais voir un vendeur, je fais excusez-moi, il n'y a pas d'étiquette, combien ça coûte? Et du coup il me fait ah non, on peut pas le vendre. Donc bon,
Moi je sais dès le début que c'est une épreuve non corrigée, enfin c'est écrit en gros de toute façon, et qu'ils n'ont pas le droit de la vendre sur le principe, ça doit être, je pense même que c'est marqué au dos, je vous montrerai après, je peux vous montrer maintenant, tiens. Voilà, vous voyez, c'est marqué en gros, ne peut être vendu. Donc voilà, il a clairement pas le droit de le vendre, c'est sans doute pour ça qu'ils avaient enlevé l'étiquette, même si c'est bizarre qu'il l'ait quand même mis en rayon. Mais du coup, il se retrouve à devoir me baratiner pour que j'arrête de vouloir l'acheter, quoi. Donc il y a même une autre vendeuse, je crois, qui se ramène, voilà. Et il est vraiment en mode, moi je sais, hein, encore une fois, moi je sais que c'est une épreuve non corrigée, mais j'ai tendance, pour pas braquer les gens, surtout dans ce genre de cas-là, à, ouais, je fais comme si je savais pas, quoi. Je demande, ah vraiment, mais pourquoi vous pouvez pas me le vendre? Alors que je sais très bien qu'il y a marqué en gros derrière ne peut être vendu, hein, et que c'est pour ça qu'il veut pas me le vendre. Donc en gros, ils finissent par me proposer de me le vendre, mais sans la jaquette, quoi. Ils me disent toujours pas pourquoi, hein. J'ai demandé, ils ont pas voulu, donc ils essayaient quand même de me prendre pour un pigeon, un peu, vous voyez. C'est-à-dire, ils voulaient pas me le vendre pour pas avoir les problèmes, quoi. Si jamais j'étais en mode, vous avez pas le droit. Mais ils voulaient quand même bien me le vendre si ils pouvaient enlever la jaquette qui risquait de leur attirer des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ils voulaient pas me dire la vérité. Ils m'ont à aucun moment, en tout cas dans cette interaction-là, ils ne m'ont dit non, c'est une épreuve non corrigée, c'est une version qu'on n'a pas le droit de vendre. Ils ne l'ont pas dit. Déjà c'est un peu bête de leur part de l'avoir acheté, très honnêtement, parce que la personne qui l'a vendu, qui leur a vendu à la base d'occasion, alors je sais pas si c'est interdit techniquement, parce que c'est sa possession quand même, donc il a probablement le droit de le vendre, même si c'est marqué ne pas vendre. Par contre, c'est très très mal vu. De vendre des épreuves non corrigées et autres versions presse, c'est très très mal vu. Pourquoi? Parce que ils les reçoivent gratuitement. Donc voilà, sachez que c'est mal vu. Voilà, moi j'ai jamais reçu de version presse ou d'épreuves non corrigées, mais les ventes c'est mal vu. Donc déjà l'avoir acheté c'est un peu bête de leur part, mais du coup, ils n'ont pas été très honnêtes au moment où je leur ai demandé. Et moi, j'étais toujours dans mon RP. Vraiment, pourquoi? Je ne comprends pas. C'était pas tellement que voilà, je voulais pas spécialement leur faire croire que je savais pas. Mais par défaut, en fait, souvent, c'est le genre de choses à faire. Parce que si tu vas les voir en mode, ouais, je sais très bien, vous avez pas le droit de le vendre, mais vous essayez quand même de me vendre, machin. Ça peut vite dégénérer, et puis moi c'est pas le but, moi je voulais juste l'acheter parce que c'était une petite trouvaille assez rare qui ne se trouve pas dans le commerce. Du coup je voulais absolument l'acheter, et voilà, j'étais là tout gentil, vraiment, mais pourquoi, vous êtes sûr, vous pouvez pas me le vendre, machin. Donc bon, au final ils veulent pas me le vendre sauf sans la jaquette, mais moi je veux pas sans la jaquette. Bon du coup je pars tout dépité, en mode sérieux, en plus ils m'ont pris un peu pour un bébête, quoi. Ils m'ont pris pour un pigeon, ils ont même pas voulu me dire la vérité. Voilà, je suis un peu dégoûté de tous les côtés, quoi. Dégoûté parce que j'ai pas pu l'avoir, dégoûté parce que ils m'ont pris pour un pigeon. Voilà, voilà, je suis dégoûté, quoi. Donc je pars, et il se trouve que je devais quand même rester traîner dans le coin quelques temps après être sorti du magasin. Donc du coup, je ressasse le truc dans ma tête, je ressasse, et au dernier moment, je me dis, ah, tu sais quoi, va juste leur dire, genre va juste les voir et tu fais non, j'insiste, vendez-le moi, je sais que vous avez pas le droit et que vous m'avez dit voilà, je sais que vous m'avez pris pour un pigeon, je sais que vous avez mis en rayon un truc que vous avez pas le droit de vendre, c'est vous qui êtes en tort, machin. Je me dis ouais, voilà, dans le pire des cas tu les menaces. Bon, c'est pas très élégant, je l'admets totalement, mais c'est dans ma tête, je me dis ça, dans le pire des cas, ils t'ont pris pour un pigeon, ils t'ont menti en tant que client, ils ont mis en rayon un truc qu'ils avaient pas le droit. Dans le pire des cas, voilà, tu te dis, écoutez les gars, vous êtes clairement en tort depuis le début, vendez-moi le truc et je m'en vais, c'est tout. Vous l'avez mis en rayon, vous m'avez fait croire que vous étiez prêt à me le vendre sans jaquette, donc c'est pas pour une raison éthique. Voilà, vendez-le moi et puis c'est réglé. C'était ce que j'avais en tête. Après, bien sûr, on est dans la réalité, hein, j'allais pas les agresser non plus. Du coup, une fois là-bas, je calme un peu mon jeu quand même, quoi. Et du coup, au final, il y a une interaction qui, avec le recul, est un peu ridicule, où en gros, j'essaye de faire comprendre au gars que, s'il vous plaît, vendez-le moi quand même, quoi. Il me dit, plus ou moins, qu'il peut toujours pas me le vendre sans la jaquette, et j'essaye de lui faire comprendre de manière implicite, vas-y, donne-la moi quand même la jaquette, vends-le-moi sans la jaquette, mais donne-moi la jaquette, tu vois ce que je veux dire? Genre, ah, vous avez pas le droit. Ah, je lui ai littéralement dit, je peux vous l'acheter la jaquette si vous voulez. Genre, ah, tu me le vends sans la jaquette, mais tu me donnes la jaquette pour que je la mette à la poubelle. Tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit des trucs comme ça. Et, au début, je croyais qu'il avait compris. Il va me chercher le manga.
sans la jaquette. Je lui fais, bah, elle est où la jaquette? Et il me fait, mais non, mais je vous ai dit pas la jaquette. Mais moi, je lui fais, mais non, mais t'as pas compris. Je t'ai dit, je peux aller l'acheter pour toi. T'as pas compris le sous-entendu? Et du coup, il fait, oh, tu sais quoi? Vas-y, tiens, prends-la, la jaquette. Je l'ai suffisamment saoulé parce que visiblement, vous avez pas compris jusqu'au bout, mais bon. Pour qu'il me donne la jaquette quand même, je l'ai acheté. J'avais la jaquette, tout est bien dans le meilleur des mondes, ils ont pas de problème, j'ai pas de problème, je ne dirai pas dans quel magasin c'était parce que bah ils ont finalement consenti à me le vendre, donc même s'ils m'ont pris un peu pour un pigeon à la base, je vais pas leur attirer des ennuis, ce serait bête de voilà, autant j'ai pas envie de les pénaliser alors qu'ils ont au final fait le bon choix entre gros guillemets. Donc voilà, j'ai acheté ce manga en insistant, j'avais abandonné mais je suis revenu et d'une manière un peu confuse, j'ai réussi à convaincre le vendeur de quand même me passer la jaquette. Donc voilà, ça c'est l'histoire de comment j'ai acquéri le tome 1 du manga, qui est donc une épreuve non corrigée, c'est pour ça que je vous dis c'est peut-être une exclue ou peut-être au contraire le truc le plus commun de tout YouTube, c'est que potentiellement tous les influenceurs manga l'ont reçu cette épreuve non corrigée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je vous le montre en vidéo. Moi, en tant que particulier qui n'ai jamais eu accès à une épreuve non corrigée avant ça, c'est une exclue, c'est un truc... Vous ne pouvez pas... Cette édition-là, vous ne l'aurez jamais. Si vous allez dans un magasin, vous pouvez harceler votre libraire autant que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Mais en même temps, s'il faut, vous retournez à la période où le manga y sortait, tous les influenceurs manga qui en ont parlé ont probablement cette épreuve non corrigée. Donc c'est pour ça, voilà, c'est à la moitié une exclue méga trop cool, une édition super rare, et à moitié, bah vous, en fait, peut-être que tous les autres youtubeurs plus connus en ont déjà parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous savez à quel point... cette épreuve non corrigée est commune ou pas, voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir. Quoi qu'il en soit, moi je suis plutôt content de cette trouvaille, c'est un peu un des Graal de ma collection très honnêtement. Ce qui encore une fois est paradoxal, parce que je suis persuadé qu'il y a des influenceurs manga qui en reçoivent toutes les semaines des épreuves non corrigées. Donc le fait que eux, le truc qu'ils reçoivent gratuitement, sans même demander, pour moi ce soit le Graal de ma collection, c'est un peu paradoxal. Et en plus je sais pas combien il y en a en circulation, ça se trouve c'est pas si rare que ça, hein. Mais indépendamment de ça, moi je suis content de l'avoir. En plus, il y a cette petite histoire comme quoi j'ai pris mon courage à deux mains, je suis revenu dans la bataille pour le convaincre de manière un peu gênante le vendeur de me le vendre. Bon voilà, ça c'était l'anecdote pour le tome 1. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me suis retrouvé avec ce tome 1 d'un manga que j'avais pas prévu d'acheter spécialement. Mais bah, c'est une série en 3 tomes en fait. Donc je me sentais bête de juste lire le tome 1, donc je l'ai pas lu, et j'ai attendu l'occasion de m'acheter les 2 tomes suivants. Cette occasion est enfin venue après tout ce temps, et du coup bah, j'en ai profité, je me suis lu toute la série d'un coup. Donc le prix du reste de ma vie, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une série dans laquelle on suit un gars qui va vendre une partie de sa durée de vie contre de l'argent, et qui du coup n'a plus beaucoup de temps à vivre. Le truc c'est que quand l'organisation qui rachète de la durée de vie contre de l'argent fait ce genre de transaction, elle envoie quelqu'un pour surveiller en gros, parce que bah, si le gars il va mourir dans 3 jours et qu'il a 40 000 euros, vous vous doutez qu'il va faire des bêtises si personne le surveille. Donc il y a cette personne que vous voyez sur les jaquettes, donc la fille, qui va le surveiller, et ça va virer petit à petit en romance et aussi en histoire sur les choses à faire avant de mourir, la façon dont on vit sa vie, etc. Voilà. Donc un synopsis plutôt efficace, une histoire plutôt touchante au final. Je vais pas vous spoiler ou quoi que ce soit. C'est une histoire aussi qui est très réaliste sur certains aspects. Ça m'avait pas mal captivé cet aspect-là de la série, c'est-à-dire que pour faire simple, par exemple, un des regrets du héros, c'est qui s'était promis avec une fille quand ils étaient genre enfants, que genre s'ils sont toujours célibataires à je sais pas quel âge ils se marieraient. Enfin voilà, il y avait un petit délire, un petit feeling avec. Et le fait qu'ils aient perdu contact et tout, et qu'ils se soient visiblement oubliés, mais en même temps pas forcément, il y a peut-être du ressentiment chez l'un ou chez l'autre, je vous spoil pas encore une fois. Enfin voilà, c'est géré de manière très réaliste, le fait que les gens t'oublient, machin, les promesses d'enfance sont jamais respectées. Enfin voilà, il y a ce côté très terre à terre qui est plutôt pas mal, tout en gardant quand même un côté romantique et positif sur la fin. Donc j'aime beaucoup cette série au global, et je trouve qu'elle est plutôt prenante en fait, avec cet aspect là
de gérer de manière très réaliste certaines interactions, certains ressentis des personnages. Ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, au final, le hasard a mis cette épreuve non corrigée sur mon chemin. J'ai dû redoubler d'efforts pour l'obtenir, mais ça m'a permis de découvrir une série tout à fait sympathique. Et en plus, dans les pubs à la fin des tomes, il y a 2-3 autres séries, alors je sais plus si c'est du même auteur ou pas, mais qui ont l'air similaires et qui m'ont l'air plutôt intéressants. Donc peut-être qu'un jour, je me laisserai tenter par une de ces autres séries. Comme quoi, voilà, effet papillon, hein, si ça se trouve dans 4 ans, vous me verrez méga fan de tel auteur parce que il a travaillé sur telle série que j'ai découvert grâce au prix du reste de ma vie, que j'ai pu lire parce que il y avait l'épreuve non corrigée. Et si on remonte plus loin, il y a probablement une raison dont je me souviens plus pour laquelle j'étais allé dans ce magasin ce jour-là. Enfin, vous voyez quoi, c'est assez dingue quand on y repense à ces choses-là. Hein. Donc vraiment, c'est génial. Le prix du reste de ma vie et cette épreuve non corrigée, très très cool. Voilà, mais si vous avez bonne mémoire, vous vous souvenez que j'ai dit que ça comptait pour les 3 prochains mangas, ce truc qui était peut-être à la fois une grosse exclue et à la fois le truc le plus commun sur YouTube. Et bah du coup, vous vous en doutez, j'ai d'autres épreuves non corrigées. Voilà, donc quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, je suis allé dans un autre magasin d'occasion, donc qui n'avait absolument rien à voir. Là pour le coup, je pourrais vous montrer même de quel magasin il s'agit. Je me dis, je vais peut-être éviter pour pas leur attirer des ennuis, mais en même temps, pour tout vous dire, le magasin où j'ai acheté ce manga a fermé depuis. Donc en fait, je ne peux pas leur attirer d'ennuis. Peut-être qu'à la limite, la franchise, parce que c'est une franchise qui s'étend sur plusieurs magasins, elle pourrait m'en vouloir un petit peu, mais vu que le magasin précisément n'existe plus, bon, il pourrait, je pense pas qu'il y aurait de conséquences si je vous montrais l'étiquette. Bon, peut-être que je vous la montrerai, je sais pas. Ça dépend si je vous montre le dos du manga. Dans le dos, il y a aussi un truc ne peut être vendu. Enfin, il y a interdit à la vente de marqué. Mais bon, voilà, je sais pas si ça vaut le coup de vous montrer l'étiquette juste pour ça. Quoi qu'il en soit. C'est le tome 1 de Beastars version épreuve non corrigée. Donc ça vous pouvez le voir, un truc tout bête déjà, c'est que il n'y a pas de jaquette, ce manga est directement imprimé en couleur comme ça, donc ce qui n'est pas le cas bien entendu du tome 1 de Beastars. Et en plus de ça, c'est littéralement écrit là. Vous voyez, bon, je cache l'étiquette au final, on va pas attirer d'ennui à qui que ce soit, bon, voilà. Hein. Du coup, le fait que j'ai retrouvé une épreuve non corrigée dans un autre magasin, pas si longtemps après, je trouve ça assez dingue, donc je l'ai acheté. En plus, Beastars c'est une série que je lis, donc c'est pour ça que j'ai mis aussi pas mal de temps. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai mis du temps à vous montrer ces mangas en vidéo. La première, c'est que j'avais envie de vous les montrer tous d'un coup. Donc il fallait que j'arrive à avoir les tomes 2 et 3 du prix du reste de ma vie avant. Et en plus de ça, il y a aussi le fait que plusieurs de ces mangas interfèrent avec des séries que je lisais. En l'occurrence, Beastars, c'est une série que je suivais, donc me relire le tome 1 de manière random pendant la série, ça n'avait pas grand sens. Il fallait que j'attende d'avoir terminé la série. Et si possible, terminer depuis quelques temps, parce que bon, si je viens de terminer la série, que je me relis le tome 1 direct, ça fait un peu bizarre, quoi. Donc, voilà, j'en ai profité là. Ce tome 1 de Beastars version épreuve non corrigée. D'ailleurs, il me semble que, par exemple, détail intéressant, vu que c'est une traduction provisoire, il y a des trucs qui ont changé. Genre, Haru, je crois, ne s'appelle pas Haru dans cette traduction. Attendez, je vais vous trouver ça vite fait. Voilà, regardez par exemple, j'espère que vous voyez bien à la caméra. Là, par exemple, on l'appelle Al. Alors, c'est pas très compliqué de deviner pourquoi on l'appelle Al, hein, quand on sait un peu comment fonctionne le japonais. C'est-à-dire que, en gros, le R et le L, c'est la même lettre, quoi. Enfin, c'est la même sonorité en japonais. Vu qu'ils, vous en doutez, ils ont pas les mêmes lettres que nous, hein, ça marche pas pareil. Du coup, le son est le même, quoi. Le son R, qui est une sorte de R un peu roulé là. Voilà, on peut le traduire soit en L, soit en R. C'est la même chose, parce qu'en fait, en japonais, il n'y a pas le son L, le son L ou le son R. Il y a le son R, qui du coup correspond un peu aux deux, quoi. Donc ça fait ALU, du coup, et le U, enfin généralement, genre, si je vous fais... voyons voir, faut que je trouve un mot à vous dire à vous le dire un peu avec l'accent japonais pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous voyez par exemple le mot bowl, donc balle en anglais, si un japonais le disait, il dirait plutôt bolu. Enfin voilà, j'ai un peu exagéré le truc, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire les japonais en fait, ils ont pas, à part le N, ils ont pas de consonne toute seule. Donc quand ils disent un mot étranger, généralement,
qui finit sur un son net d'une console, généralement il rajoute un U ou un O à la fin, vous voyez, ou Ultimato par exemple, il dirait un japonais. Un japonais il dit pas Ultimate, il dit Ultimato, parce que Ultimate ça finit en T, et les japonais ils ont pas ça dans leur langue. Pour eux, soit ça finit en O, en I, en U, enfin vous voyez, il n'y a pas de T. Donc il rajoute un O ou un U, ça dépend du mot, je sais pas s'il y a une règle précise, je parle pas japonais, hein, je vous dis ça parce que à force d'écouter et de savoir un peu comment ça fonctionne, tu finis par comprendre, mais tout ça pour vous dire que du coup, nous on a Haru, sans doute parce que les traducteurs ont fini par se rendre compte que ça faisait référence au printemps, au mot printemps en japonais, mais c'est tout à fait legit comme traduction Al, parce qu'au final c'est le même mot traduit en fait. Ils ont retranscrit exactement la même chose. C'est-à-dire ils ont le truc en japonais qui se prononce probablement Alu. Alu, ça peut tout aussi bien, si tu le retranscris en français, être Aru que Al. Parce que soit tu pars du principe que le U c'est un truc qui rajoute pour... vous voyez, c'est un peu l'exemple que je vous ai donné avec Ball, c'est un peu l'exercice inverse. Sauf que vu que Ball ça se base sur un vrai mot qui est concrètement ici, tandis que l'exercice inverse c'est plus complexe parce que c'est l'inverse quoi, faut inventer presque. Donc là en l'occurrence le fait qu'à mon avis le fait que Haru c'est le mot pour le printemps en japonais et probablement pour autre chose, hein, encore une fois je parle pas japonais, a dû les influencer pour au final choisir la traduction Haru, mais s'il n'y avait pas eu de base on va dire concrète, si ça avait été un nom complètement inventé, peut-être qu'ils auraient choisi Al et que ça n'aurait gêné personne. C'est tout aussi legit, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre. C'est un peu le même délire avec Krillin Kurilin. Il y a longtemps, je voulais faire une vidéo là-dessus pour expliquer pourquoi Kurilin s'appelle Krillin en français. Et voilà, Krillin est également une traduction totalement legit de Kurilin. Voilà, c'est un peu ce même délire de, il y a le L et le R, c'est les mêmes lettres, et en plus, ils aiment bien rajouter des U ou des trucs comme ça dans les mots parce qu'ils aiment pas les sons nets de consonnes. Donc, voilà, c'est pour ça que Alu et Al, les deux sont bons quoi. Donc très intéressant de voir qu'ils n'avaient pas encore assis leur choix sur Haru à ce moment-là du processus. Parce que mine de rien, c'était quand même le moment où ils ont dû l'envoyer à tous les journalistes et à tous les influenceurs manga auxquels vous pouvez penser. Donc très intéressant d'avoir ça entre les mains et d'avoir cette info. Tout le monde n'y a pas accès. Donc voilà, encore une fois, très content d'être tombé sur cette épreuve non corrigée. Et ensuite donc une troisième épreuve non corrigée. Alors cette fois je vais direct vous montrer le dos avec une épreuve non corrigée parce que je dois bien faire attention à cacher l'étiquette, vous verrez pourquoi. Donc voilà, vous voyez bien, c'est une épreuve non corrigée interdite à la vente. Et celle-ci je l'ai trouvée où? Eh bien je l'ai trouvée dans le même magasin que le prix du reste de ma vie. Mais du coup plus tard. Mais toujours pas si longtemps après. C'est vraiment, il y a eu cette période, à mon avis peut-être que dans le coin, dans le secteur où j'étais, il y avait... un gars qui a revendu toute sa collection d'épreuves non corrigées au compte-gouttes, mais vraiment c'est dingue. Donc une autre épreuve non corrigée, comme vous voyez encore une fois la jaquette n'existe pas, il n'y a pas de jaquette sur les épreuves non corrigées, mais c'est quand même en couleur. Et c'est le tome 1 de Tsugumi Project. Je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'on parlerait encore de Tsugumi Project et que c'était un gros truc, donc c'est ça dont je parlais. Gros truc qui, encore une fois, potentiellement est la norme absolue sur YouTube. Vraiment, à mon avis, si vous regardez des reviews de Tsugumi Project qui datent de l'époque où c'est sorti, il y a fort à parier que si c'est un gros influenceur qui vous fait la review, il a lu cette version-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me renseigner si vous avez des exemples concrets de vidéos où on voit cette édition-là. Quoi qu'il en soit, j'étais content de la trouver. En plus, qu'aussi, il y avait une étiquette que je vous ai cachée tout à l'heure, donc... j'ai pu l'acheter sans qu'il y ait de blabla, il n'y a même pas de jaquette, donc il n'y a même pas d'histoire de... ils veulent m'enlever la jaquette pour cacher le fait que ça doit pas se vendre. Voilà, donc c'est pour ça que je vous ai caché l'étiquette, je veux pas, vu que je vous raconte l'anecdote que c'était dans le même magasin, je veux pas dénoncer le magasin, puisque encore une fois, il a accepté de me vendre le prix du reste de ma vie au final. Ce vendeur a bien fait parce que je les aurais dénoncés sans aucune vergogne s'il m'avait pas vendu, mais voilà. Du coup, très cool, Tsugumi Project, j'ai trouvé cette épreuve non corrigée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le jour où il y a eu une opération tome 1 et 2 pour le prix d'un, j'ai vu ma chance. Parce que c'était littéralement ma seule chance
d'avoir le tome 1 version standard gratos. C'était ma seule chance. Donc en gros, j'en ai profité, j'ai sauté dessus, comme ça j'avais pas à racheter le tome en double, et en même temps je pouvais lire l'édition finie pour ma première lecture. Donc c'est pour ça que j'ai commencé la série Tsugumi Project. C'est parce que je suis tombé sur cette épreuve non corrigée, et un jour il y a eu une opération tome 1 et 2 pour le prix d'un. Donc j'en ai profité en me disant que bah au moins je pourrais avoir le tome standard aussi sans débourser plus. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé la série, et c'était une très bonne découverte, c'est une super série pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la conseille. Comme Beastars qui est passé juste avant, c'est vrai que j'ai pas spécialement parlé du contenu, parce que bah c'est un manga que j'ai déjà lu et dont on a probablement déjà parlé, je sais plus si on en a déjà parlé, parce que je sais plus depuis quand j'ai commencé les vidéos, ça commence à dater, mais je sais pas, j'ai toujours des doutes sur certaines séries, est-ce qu'on en a déjà parlé en vidéo? Mais voilà, Tsugumi Project, on en a largement parlé en vidéo, donc je vais pas tergiverser non plus. Juste, c'est une série très cool, un peu post-apocalyptique, un peu mystérieuse, avec un univers très original. Si vous connaissez pas, je vous le conseille. En plus, il y a pas énormément de tomes. Mais voilà, j'ai commencé cette série grâce à cette épreuve non corrigée, encore une fois. Et voilà, c'est très cool, c'est génial, je trouve. Et du coup, encore une fois, pareil, j'allais pas lire l'épreuve non corrigée quand j'étais en plein milieu de la série. C'était un peu stupide de me relire le tome 1 alors que j'étais au tome 4. Enfin, vous voyez, ça n'avait pas grand sens. Donc, encore une fois, c'est encore une des raisons qui fait que j'ai mis du temps à vous présenter ces épreuves non corrigées. C'est qu'il fallait que j'attende le tome 2 et 3 du prix du reste de ma vie, que je finisse Beastars et Beast Complex tant qu'à faire, et que je finisse Tsugumi Project avant de pouvoir envisager de lire tout d'un coup, parce que je voulais vous les présenter en même temps. Donc voilà, un peu compliqué. Généralement d'ailleurs c'est un peu une exception, parce que généralement sachez que j'ai pour règle, entre gros guillemets, pour règle un peu tacite, de ne pas influencer mes lectures par rapport à ce que je pourrais vous présenter en vidéo. C'est-à-dire que à la limite, si je sens qu'on est sur la fin du mois et qu'il y a une série que ça va couper en plein milieu, bon, j'essaye de me lire autre chose, et puis voilà, j'attends la fin du mois pour que vous ayez toute la série dans une même vidéo. Mais à part ça, généralement, je ne laisse pas les vidéos influer sur mes lectures. C'est mes lectures qui produisent la vidéo, et pas, je ne lis pas pour la vidéo, quoi. Vous voyez, pour moi ce serait un peu une hérésie. Donc voilà, là c'est un des rares cas, mais en même temps, voilà, comme je vous ai dit, de toute façon, il fallait attendre que j'ai les tomes du prix du reste de ma vie, donc de toute façon, je devais attendre. Après, si je dois attendre un peu plus pour que Tsugumi Project se finisse, c'est pas grave, quoi. Donc voilà, c'était les 3 épreuves non corrigées que j'ai eu dans un délai très proche. Encore une fois, j'ai trouvé les 3 relativement proches. Depuis, je n'en ai jamais revu IRL d'épreuves non corrigées, donc c'était vraiment un moment de ma vie qui a été comme ça. Comme je vous l'ai dit, ça date parce que le magasin qui m'a vendu Beastars a fermé entre temps et a été remplacé par autre chose même, je crois. Donc vraiment c'est une histoire que je voulais vous raconter depuis très longtemps, tout ça. J'espère que j'ai appris des trucs à quelqu'un, parce que pour le coup c'est vraiment une exclue, d'un point de vue particulier en tout cas. Après, encore une fois, je me doute que tous vos influenceurs préférés ont tous ces épreuves non corrigées, qu'ils les ont eu gratos. Ça se trouve, il y a des centaines de milliers d'exemplaires en circulation, j'en sais rien, je sais pas quel budget comme ils ont. Quoi qu'il en soit, moi, en tant que particulier, c'est des petits trésors. C'est des trucs sur lesquels j'étais pas censé mettre la main, et c'est des trucs qui techniquement sont interdits à la vente, même si je pense pas qu'il y ait de... En fait, je pense pas qu'il y ait de barrage légal au fait de le vendre, d'un point de vue particulier. Encore une fois, je vous ai dit, c'est mal vu, mais je pense pas que les particuliers soient légalement tenus à ne pas les vendre. Par contre, d'un point de vue des magasins, à mon avis, c'est plus touchy, parce que les magasins, bah, ils ont bien vu qu'il y avait marqué en gros ne pas vendre dessus. S'ils le vendent, ils peuvent peut-être s'attirer des ennuis. C'est pour ça que j'ai pas dénoncé le magasin qui m'a vendu le prix du reste de ma vie et Tsugumi Project. Mais toujours est-il que je pense que sur le Bon Coin ou je sais pas quoi, ça se vend. Je pense qu'il y a des gens qui le vendent. Ça doit pas être strictement interdit à la vente. Mais voilà, sachez que techniquement, vous ne pouvez pas mettre la main dessus. Vous là qui regardez cette vidéo, vous ne pouvez pas avoir ces mangas. C'est pour ça qu'ils sont si rares de mon point de vue. C'est qu'en tant que particulier qui n'a jamais été influenceur ou journaliste ou je ne sais quoi, je n'étais pas censé avoir ces mangas. Et c'est un vrai bonheur de les avoir dans ma collection en tant que collectionneur. Donc voilà, ça fait partie des petits trésors de ma collection. Et je suis vraiment content d'avoir enfin pu vous les présenter. Je ferai peut-être une vidéo dédiée un de ces jours, ou un TikTok ou je ne sais quoi. Parce que je trouve ça trop exceptionnel en fait pour pas en parler.
et je me doute que tout le monde ne verra pas cette lecture du mois qui arrive plusieurs mois en retard en plus. Donc voilà, on en reparlera peut-être encore, mais pour vous qui regardez les lectures des mois, qui n'êtes pas si nombreux que ça, je le sais, j'espère que ça a attisé votre curiosité, cette histoire. Alors ensuite, les 3 premiers tomes de Maggie, The Labyrinth of Magic. Alors comme vous le voyez, c'est écrit en gros dessus, les tomes sont une offre découverte à 3 € le tome. Donc c'était vraiment l'occasion de découvrir Maggie, parce que Maggie c'est quoi? C'est une série quand même qui n'a jamais spécialement attisé mon intérêt, mais dont j'avais beaucoup entendu parler à l'époque où c'était à la mode, quoi, enfin où c'était le truc nouveau. Et du coup, bah, même si personnellement ça m'avait jamais trop intrigué, le fait est que du coup c'est une œuvre à laquelle j'ai été exposé un peu malgré moi et qui du coup a fini par m'intriguer malgré tout, vous voyez ce que je veux dire? C'est représentatif d'une époque un petit peu. Alors c'est pas le gros shonen dont tout le monde se souvient, mais ça reste une œuvre qui avait un peu marqué les gens qui en parlaient à l'époque. Et du coup j'étais assez curieux de voir ce que ça donne, et plutôt sympa comme histoire je trouve. En tout cas ce début d'histoire est plutôt sympa. Donc c'est quoi? Maggie, c'est l'histoire d'un petit gars, donc celui-là, qui va se retrouver à chercher, alors comment expliquer ça de manière simple? En gros il va explorer avec ses potes enfin avec ses potes qui se fait en cours de route on va dire, des labyrinthes qui sont des espèces de donjons quoi, et en gros quand t'as fini le donjon il disparaît. Et il y a tout un mystère avec ça derrière, parce qu'en plus il est accompagné dans sa flûte magique, là il est accompagné d'un génie. Donc en fait c'est pas un petit gars normal, il est particulier, enfin voilà. Encore une fois je vous spoil pas les détails de l'intrigue, on apprend des choses, il y a des révélations. Rien que dans ces 3 tomes il y a des révélations, il y a des petits twists, il y a des personnages qui se développent, notamment celui-là que vous voyez là. Enfin il y a limite, vous avez en fait la conclusion d'un petit arc déjà, rien qu'avec ces 3 premiers tomes. Donc je vous invite grandement à profiter de l'offre découverte qui est encore trouvable un peu partout il me semble, parce que ça vaut plutôt le coup. Mais voilà, si comme moi vous n'avez pas beaucoup de budget, bon, ça va encore vous faire une série que vous aimeriez bien continuer. Malheureusement, moi je vais devoir passer. Mais si vous avez un peu plus de budget ou si vous pensez que ça vaut le coup, je vous invite quand même à découvrir. C'est une série qui avait quand même un peu marqué son époque et je sais qu'il y a beaucoup de fans. Et je comprends pourquoi, très honnêtement. La série est très très prometteuse avec c'est déjà rien que ces 3 premiers tomes. Ensuite, même chose, mais avec les 3 premiers tomes de Kemono Incident. Donc Kemono GN, il me semble, en japonais. Donc Kemono Incident, aussi une série qui m'intriguait un petit peu. Alors celle-là est beaucoup plus récente. Mais voilà, j'avais un peu d'intérêt pour aussi. J'avais envisagé à plusieurs reprises de peut-être regarder l'animé, mais pas sérieusement, quoi. C'était une des options, quoi. Donc c'est quand même une œuvre qui m'intriguait pas mal. Et un peu même bilan en fait au final que pour Maggie. C'est une série très sympa qui sait éveiller ton intérêt dans ces 3 premiers tomes. Il y a déjà des trucs qui se mettent en place, des personnages qui se développent, etc. Et il y a, on s'attache vite en fait au casting de ces 2 séries. Et Kemono Incident, pareil, c'est un de ces trucs que j'aurais bien aimé continuer si j'avais eu un gros budget. Mais je peux pas trop me le permettre, donc malheureusement ça va rester rien qu'une découverte pour l'instant, mais une découverte c'est toujours le premier pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant je suis dans la série de toute façon. Donc dans le pire des cas, si jamais je peux jamais continuer le manga, dans une dizaine d'années je me regarderai l'animé en abandonnant l'idée de continuer le manga. Mais je pense pas que ça arrivera parce que je suis très manga de base de toute façon. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut prendre très très longtemps, certaines séries qui sont dans ma bibliothèque peuvent en témoigner. Mais un de ces jours je pense que je me ferai le plaisir de continuer et c'est déjà un grand plaisir d'avoir pu découvrir. Et donc pour ce dont ça parle, alors pareil, qu'est-ce que je spoil pas, c'est compliqué en fait parce que comme beaucoup d'histoires, il y a une intro si vous voulez. Donc je pourrais, en fait, pour vous faire le synopsis, faut outrepasser un peu l'intro, vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est en gros plus ou moins une histoire de... Encore une fois, hein, c'est très classique dans le shonen, mais une histoire de yokai, d'exorcisme, de trucs comme ça, vous voyez le délire, avec le personnage principal qui a plus ou moins des pouvoirs et plus ou moins lui-même une créature surnaturelle, enfin... Voilà, ça reste mine de rien très classique en fait dans le paysage des shonen, mais il y a toujours, comme souvent, hein, ça a beau être une formule vue et revue,
il y a toujours les petites particularités qui font que c'est particulièrement savoureux et que ça sort du lot. Donc n'ayez pas peur si vous avez peur que ce soit trop classique. Ça reste très original et très son propre délire, mais il y a quand même tous ces aspects très classiques de shonen de nos jours à base d'organisation qui... alors je vous avoue, ça fait quelques mois que je l'ai lu, mais parce que bien sûr cette vidéo a du retard comme toutes les autres. mais voilà, il y a aussi une thématique animaux, comme vous voyez d'ailleurs avec le nom Kemono. Kemono, ça veut dire animal, il me semble, en japonais, ou quelque chose de similaire. Peut-être que ça veut dire bête, je ne sais plus. Enfin, voilà, c'est un mot en rapport avec les animaux en tout cas. Donc voilà, il y a cette thématique des animaux, mais je vous avoue, je ne sais plus si ce sont des yokai ou des esprits ou des mutants. Je vous avoue, j'ai un doute. Je ne sais plus exactement. Mais il y a toute cette thématique-là d'organisation qui exorcise ou qui combat les monstres. Ou enfin, vous avez quand même l'idée de ce que c'est si vous avez lu, je sais pas moi, Chainsaw Man ou Jujutsu Kaisen ou quoi que ce soit. On reste dans cet ordre-là. Vous voyez, on reste dans cette thématique-là. On reste dans cet archétype d'histoire-là. Mais très efficace. Ça a ses originalités malgré tout et c'est une histoire très cool à suivre. Alors on enchaîne avec un dernier offre découverte 3€, enfin un dernier avec cet éditeur là en tout cas. Alors celui-là, je m'y attendais pas. C'est une vraie surprise et c'est une excellente surprise, mais à un point vous imaginez pas. Pourquoi? Alors ce manga je n'avais même pas prévu de l'acheter, je ne l'aurais probablement jamais acheté. Par moi-même, enfin jamais, non je dis pas jamais parce que si demain vous me donnez 500 000 €, j'achète tous les mangas du rayon, il n'y a pas de problème, je suis comme ça moi, mais donc je vais pas dire que je l'aurais jamais acheté, mais vraiment je serais pas allé vers ce manga par moi-même en fait. Et le truc c'est que c'est même pas l'offre découverte en elle-même qui m'a attiré pour l'acheter, c'est vraiment un hasard de timing, et en fait il y avait quelqu'un IRL que je connais qui devait absolument dépenser des sous dans une librairie le jour même parce que c'était le dernier jour avant que ses sous expirent, et du coup il se trouve qu'il restait quelques euros à la fin, que j'étais là et que on m'a offert du coup un manga à 3€, quoi. On m'a dit vas-y tu peux prendre un manga à 3€. On m'a pas offert que ça, merci à la personne si elle se reconnaît, si elle tombe sur cette vidéo d'ailleurs, mais voilà, avec ces sous là elle m'a offert un manga à 3€. Donc j'ai pris le manga à 3€ qui me semblait le plus pertinent, sauf que il y avait plus grand chose que j'avais pas déjà, quoi. Donc du coup j'avais le choix entre ça et je crois le premier tome de Senseiya Show, ou un autre spin-off Senseiya, je sais plus. Sauf que Senseiya, comme j'ai pas lu la série principale, j'ai passé. Non, il y avait peut-être aussi Black Butler. Mais Black Butler, il me semble qu'il y a les 3 premiers tomes qui sont concernés par une opération comme ça à 3€. Donc voilà, au final, par élimination, j'ai fini par prendre Blue Flag. Et voilà, j'étais content d'avoir un nouveau manga gratos comme ça qu'on m'a offert, une série que je connaissais pas, mais c'était vraiment, j'étais pas pressé de le lire, quoi. C'était vraiment pas un manga vers lequel je serais allé d'instinct en premier en tout cas. Et comment vous dire que c'est une super surprise. Vraiment, je suis fan de... Alors ça peut partir en drama, ce qui me plairait moyen, parce que je suis pas trop un fan de drama. Enfin, si, en fait, je suis un fan de drama, mais seulement quand ça part pas trop loin dans le drama. Vous voyez, moi, les dramas romantiques, dans les fictions, si ça part trop loin, il y a un point de non-retour. Vous voyez, si ça franchit le point de non-retour, ça me saoule. Si ça franchit pas le point de non-retour, ça me va. Si c'est juste sur la limite, ça devient un peu cette espèce de c'est génial parce que c'est nul. Vous voyez ce que je veux dire? Pas au sens nanardesque, au sens film d'horreur. Vous voyez, il y a des gens qui aiment bien les films d'horreur parce que ça leur fait peur, alors que la peur c'est une émotion négative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc techniquement ils aiment bien parce qu'ils aiment pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi c'est pareil. Si t'arrives à rester pile sur la bonne ligne entre le fait ça me saoule, c'est trop du drama, et c'est pas du drama, si t'arrives à flirter avec la limite, ça peut me faire l'effet film d'horreur, ça peut me faire l'effet sur le principe j'aime pas, ça me fait des émotions un peu négatives, mais en même temps c'est si et bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du drama, mais pas trop non plus. Par contre si ça part dans le trop, là ça me saoule. Donc voilà, il y a un potentiel, vu le synopsis, il y a un potentiel que ça parte trop dans le drama et que ça me saoule. Mais vu que c'est une série plutôt courte, je crois, et que le début est vraiment engageant, je pense pas que ça parte trop loin. Je pense que ça reste bien du début à la fin.
et c'était une excellente surprise. Pour vous dire vite fait, c'est plus ou moins une romance sur une fille très timide qui va devenir pote avec le personnage principal, et qui est amoureuse du pote du personnage principal, et du coup lui il va l'aider, mais vous réalisez que du coup ils vont se rapprocher, et ça va faire voilà, c'est pour ça que je dis il y a un potentiel à drama, mais c'est une série qui a l'air plutôt feel good, plutôt quand même positive, et plutôt appréciable et sincère, donc c'est pour ça que je pense que ça va pas aller trop loin, et que du coup ça doit être super cool à lire. Franchement, j'ai sérieusement envisagé, en tout cas, je sais pas si mon budget me permettait de l'envisager sérieusement, mais j'ai sérieusement souhaité pouvoir lire toute la suite de la série quand j'ai terminé ce tome 1. Ça m'a vraiment bluffé. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi bien, et à ce que ce soit aussi et à ce que ce soit dans mon genre d'histoire, quoi. Vraiment, j'aurais pas deviné à la jaquette, et c'est vraiment cool. Cela dit, je vais me permettre une petite prédiction. C'est une prédiction, c'est pas un spoil, hein. C'est à base de quelques indices, mais qui sont très légers. Je me permets, juste pour dire que je suis un génie si jamais je me rends compte que j'ai eu raison, parce que c'est très subtil vraiment, mais si c'est ça, j'ai su attraper les indices, mon expérience avec les fictions a bien parlé, et si c'est pas ça, et ben au moins ceux qui ont lu le reste de la série, vous pourrez bien rigoler, parce que j'aurais fait une théorie un peu n'importe comment sur la base du tome 1. Moi je pense que le pote, il est amoureux du gars. Il est amoureux du protagoniste. Vous savez pourquoi je pense ça? Parce qu'en fait, il y a tout un délire comme quoi le pote, il est amoureux, il a été amoureux de quelqu'un, que c'était genre quelqu'un avec les cheveux noirs, grand, tout ça. Enfin, genre il dit ah une fille grande avec les cheveux noirs, machin. Et du coup, il y a un personnage dans la série qui correspond à cette description, et il y a tout un délire comme quoi ah du coup ok c'est de elle qu'il est amoureux. Je pense que c'est un piège, je pense que c'est un bait, et qu'en fait il est amoureux du protagoniste parce que lui aussi il a les cheveux noirs, etc. Vous voyez si tu masculinises le truc, au lieu de dire grande tu dis grand, tu vois par exemple, et ben la description match parfaitement, et je vois bien qu'il y a un twist comme ça dans cette histoire. Franchement, donc moi c'est mon pari, c'est ma prédiction. Je vous promets que je n'ai lu que ce tome 1. Si jamais j'ai prédit, je suis juste un génie. Je pense que c'est ça le twist. Qu'il y a un twist comme ça. Et franchement, c'est plutôt, si c'est un twist, c'est plutôt un bon twist, parce que le fait que je sois aussi content de l'avoir découvert avec des tout mini indices, ça prouve que les mini indices étaient bien plantés. Vous voyez ce que je veux dire? Et si jamais c'est pas le twist, eh ben ça veut dire que le vrai twist est bien quand même, parce qu'ils m'ont renvoyé sur une fausse piste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est génial quoi qu'il arrive. Soit j'ai prédit le truc et du coup c'est génial parce que c'est tellement implanté bien et subtilement que j'ai eu l'impression d'être un génie en le découvrant avec le tome 1. Soit c'est pas un twist et du coup il m'a envoyé sur une fausse piste, et du coup c'est génial aussi parce que ça me fait réfléchir, et ça m'a envoyé sur une fausse piste. Donc quoi qu'il en soit, cette série de base déjà me plaît beaucoup, mais même avec mon délire de prédiction, quoi qu'il arrive c'est bien en fait. Donc vraiment super série, je m'attendais pas à un truc aussi prenant. Vraiment c'est dans ma liste des séries que je peux pas continuer mais que j'aimerais bien continuer, on fait vraiment partie du haut du panier là, je vous le cache pas. On s'assoit à la table de 2-3 autres mangas que je vous mets à l'image là tout de suite, que j'ai vraiment envie de continuer. Donc Blue Flag, énorme coup de cœur inattendu, vraiment encore une fois c'est le hasard qui a mis ça sur ma route, hein. Il a fallu une offre découverte plus le fait que quelqu'un ait besoin de dépenser ses sous à la librairie à la dernière minute pour que je découvre, et c'est un vrai plaisir. Voilà, alors dernière série à 3€ de cette vidéo, cette fois c'est un reste du 48h BD, c'est Perfect World. Donc qui est, comme vous le voyez, en fait la jaquette est assez explicite. C'est l'histoire, une romance très esprit shoujo, je dirais, même si je sais que c'est juste une cible démographique, mais vous voyez il y a quand même une différence entre la plupart des romances axées shonen et axées shoujo, si vous voyez ce que je veux dire. Et là c'est plutôt axé shoujo. Donc j'en ai pas lu tellement d'histoires axées shoujo comme ça, donc c'est toujours sympa d'en faire l'expérience. Même si forcément c'est un peu moins mon style que les romances harem, comédie romantique shonen habituelles. Du coup Perfect World, ouais, une romance sur le handicap. Donc le gars est handicapé, voilà. Et c'est plus ou moins la base de la romance en fait. Mais l'histoire va pas beaucoup plus loin. Sauf que, comme souvent, malgré le fait que le synopsis paraisse basique, le fait que ce soit bien fait et que ça aille en profondeur dans le sujet, ça rend le truc
plus intéressant qu'il n'y paraît. Vous voyez, pareil, j'ai mis du temps à le lire, mine de rien, et c'est sympa comme histoire au final. C'est pourquoi? Parce que ils prennent pas, c'est pas juste une histoire genre oh oui, je suis amoureuse de lui mais il est handicapé. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave le handicap et fin de l'histoire. L'amour est plus fort que tout. Non, il y a quand même toute cette thématique de oui, mais tu sais, quelqu'un qui est handicapé, il y a tout un tas de problèmes de santé qu'on n'imagine pas. C'est pas juste il a des roulettes, c'est voilà, il y a tout un tas de problèmes de santé, ses jambes, il peut pas les bouger, pour aller aux toilettes, il peut y avoir des problèmes, machin. C'est pas tout rose, c'est pas juste l'amour est plus fort que tout. Il y a un peu de drama, mais à dose raisonnable. Il y a tout un passif de avant il pouvait marcher, etc. On explore pas mal de sujets. Et ça, c'est toujours bien. C'est pas juste l'histoire du coup d'une romance avec un gars handicapé. C'est l'histoire d'une romance avec un gars handicapé, mais qui rentre dans le détail et qui développe tout un tas de thématiques. Et voilà, c'est toujours cool de voir qu'une œuvre va au-delà de son synopsis. Même si c'est évident, parce que quand j'y pense, si j'essaie de penser à une œuvre qui se cantonne à son synopsis, j'avoue que j'en trouve pas beaucoup. Il y en a pas qui me viennent en tête là en fait. Mais c'est toujours cette crainte que t'as quand tu vois une œuvre avec un synopsis qui paraît pas fou ou qui paraît très convenu. Tu te dis toujours j'espère que ça va aller plus loin. Et généralement ça va plus loin. Et du coup c'est toujours un plaisir de constater que ça va plus loin. Et voilà, donc petite romance sympathique sur le handicap. C'est moins mon style que d'autres, mais ça reste une histoire tout à fait décente. Donc voilà, c'était beaucoup de découvertes et de séries qu'on voyait pour la première fois dans les vidéos. Là on revient à du beaucoup plus convenu, Classroom for Heroes. J'ai pas grand chose à dire, d'autant plus que je vous avoue que j'ai tourné la vidéo du mois précédent il y a genre 2 jours. Donc j'ai déjà parlé de Classroom for Heroes il y a vraiment pas longtemps pour moi. Et en plus, vu que j'ai lu les tomes il y a plusieurs mois, les souvenirs des 2 tomes sont un peu confus ensemble dans ma tête. Donc Classroom for Heroes, j'ai rien à dire de spécial que je n'aurais déjà dit. Petite série très sympa si vous connaissez pas. Si vous connaissez, ce tome n'a pas d'impact particulier, j'ai rien à développer spécialement. Juste c'est une série qui me plaît beaucoup, c'est une série qui est pile dans mon style. Et si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, tout ce qui est comédie romantique, tout ce qui est haremesque, tout ce qui est school life, un peu même dans l'idée, Classroom for Heroes, c'est une série qui est faite pour vous. Même chose pour le quotidien d'une épée maudite. De mon point de vue, j'en ai parlé il y a genre 2 jours. En termes de tournage. En plus de ça, en termes de lecture, le tome précédent est un peu confondu avec dans ma tête parce que pareil, je l'ai lu il y a plusieurs mois et celui-là aussi. Donc même chose en fait. Sauf que le quotidien d'une épée maudite, c'est vraiment une série que je vous conseille, mais extrêmement. C'est vraiment un de mes coups de cœur récents. C'est une des séries récentes que j'adore le plus. Vraiment un coup de cœur absolu. Genre le quotidien d'une épée maudite, pour moi vous pouvez le lire les yeux fermés si vous aimez bien tout ce qui est comédie. Et là pour le coup c'est vraiment juste comédie. Genre y a pas de, il y a de la romance, il y a un peu un aspect harem je suppose si on creuse, etc. Mais c'est vraiment pas le cœur. Là pour le coup juste si vous aimez bien la comédie ça peut vous plaire. C'est le seul critère pour le coup. Donc le quotidien d'une épée maudite, une série très original et très sympathique à suivre, et très drôle surtout. Et dernière série de cette vidéo qui pour le coup ne plaira pas à tout le monde, World's End Harem Fantasy. Pourquoi ça plaira pas à tout le monde? Parce que c'est hautement axé sur le ecchi, mais c'est vraiment, alors je le dis souvent, je le dis pour à peu près toutes les séries ecchi parce que c'est vrai, mais je comprends que certains soient vraiment réfractaires. Il y a toujours plus que le ecchi dans les séries ecchi dont j'ai parlé jusque là en vidéo, que ce soit Interspecies Reviewers, que ce soit World's End Harem tout court, que ce soit comment ça s'appelle, Chastity Reverse World, même si celui-là est un peu en dessous des autres je trouve. Voilà, toutes les séries ecchi dont je parle, il y a toujours plus que le ecchi. Mais je peux comprendre que certains roulent des yeux quand je dis ça. Voilà, que certains se disent ouais bon voilà, non moi c'est vraiment pas mon truc, ça me gâche tout, les qualités que tu pourrais voir toi narrativement à ces séries, moi elles me passent totalement au-dessus de la tête parce que c'est vraiment pas mon délire. Je comprends. World's End Harem Fantasy pour le coup, c'est vraiment, je vous assure que si vous vous cachez les yeux pendant les chaînes ecchi, c'est une histoire qui est passionnante. Genre j'adore le scénario, le world building de World's End Harem Fantasy. Je vous le conseille. Vraiment, si vous deviez outrepasser votre réfraction au ecchi pour une série parmi les séries ecchi, c'est celle-ci que je vous conseillerais le plus. Et il n'y a pas besoin d'avoir lu World's End Harem tout court si vous vous demandez. C'est vraiment juste le concept de fin du monde
et de un gars va devoir tout sauver. C'est littéralement que ça. Et aussi le côté harem bien sûr, mais encore une fois, si vous deviez outrepasser pour une seule série votre réfraction au 80s, c'est pour celle-là, parce que le world building et la géopolitique et tout est passionnante, je trouve. C'est trop bien construit comme série en fait. Voilà. Mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'outrepasser quoi que ce soit, hein. C'est juste un conseil comme ça. Si vous deviez choisir une série ecchi, si vous êtes d'humeur à lire un ecchi même, mais que c'est pas un truc que vous lisez de manière fréquente, celui-là a du gros potentiel. C'est vraiment une série... j'ai jamais vu Game of Thrones, mais pour moi c'est le Game of Thrones ecchi, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... t'es passionné par la géopolitique et par comment le héros va s'en sortir, et c'est très très intéressant. Et le coup de cœur du mois, parce que oui, on est passé à la section coup de cœur du mois. Je rappelle, c'est le manga qui m'a le plus ce mois-ci, mais très franchement, il y a souvent beaucoup de choix, et voilà. Rien que là, il y avait les épreuves non corrigées qui, mine de rien, sont des gros morceaux et des trucs que j'adore dans ma collection. Il y a Danmachi qui m'a redonné goût à Danmachi. Enfin, Danmachi, en plus, il y a 3 séries pour Danmachi, hein, donc encore plus de choix. Il y a plusieurs découvertes sympas comme Magi et Kemono Incident. Il y a la fin de Pokémon épée et bouclier. Littéralement... pratiquement toutes les séries de cette vidéo auraient pu être le coup de cœur du mois, mais franchement, vous le voyez à l'image depuis tout à l'heure, Blue Flag, ça a été une révélation, ça a été une surprise, je m'y attendais vraiment pas, je l'ai même pas acheté moi-même, et c'est une offre découverte. Vous vous rendez compte du nombre de barrières qui ont dû sauter pour que je commence cette série, et c'est excellent, j'en reviens toujours pas, je veux continuer cette série, vous vous rendez pas compte, mais ouais, voilà, malheureusement ça n'arrivera pas de sitôt parce que je dois prioriser d'autres séries, mais Blue Flag, énorme coup de cœur du mois, vraiment le fait qu'il se soit montré comme une évidence parmi toute cette superbe sélection, ça veut dire quelque chose. Énorme coup de cœur Blue Flag, je vous le conseille à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. À fond. Et d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais si jamais j'ai raison pour ma théorie, ne me le dites pas, je vais avoir la surprise, ne me le dites pas dans les commentaires, d'accord, pour ma prédiction de tout à l'heure quand je parlais de Blue Flag. Donc voilà, énorme coup de cœur, Blue Flag. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc on a déjà beaucoup parlé de tout ce qu'il y avait eu ce mois-ci pendant le coup de cœur du mois, hein, donc je vais pas non plus être trop redondant. Juste vraiment content de plusieurs choses en fait, vraiment content d'avoir pu vous présenter les épreuves non corrigées qui attendaient dans ma pile de lecture depuis très longtemps, vraiment content d'avoir regagné cet intérêt pour Danmachi, et vraiment content d'avoir découvert Blue Flag. Donc voilà, ça c'est un super mois mine de rien en fait, on s'en rend compte dans ces bilans généralement, au moment de la lecture c'est génial. Et un des gros avantages de ces vidéos, c'est vraiment de pouvoir me reconstater que parfois il y a des mois où c'est juste extraordinaire, quoi. Donc voilà, j'ai un peu peur que ma caméra arrive à court de batterie, donc je vais vous dire au revoir. C'était Japanman, à plus.